Salut Cerise. Salut Henriette, salut Lucie. Ça me fait tellement plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Alors, je vois qu'il y a Sandrine qui était déjà là. Sandrine, elle participe à toutes les conférences d'aujourd'hui. Ça fait très plaisir. Bienvenue. Et Maria également, qui était pratiquement à toutes les conférences également. Merci d'être là et d'avoir dit bonjour dans le chat. Alors, Cerise, le sujet d'aujourd'hui, les 3 règles d'or pour créer sa vie sans compromis. Donc, avant de rentrer, de toute façon, ce qui est cool en regardant un petit peu ta présentation aujourd'hui, c'est que j'aime bien présenter, avant de rentrer dans les stratégies et l'expérience de mes invités, parler un petit peu de leur parcours, vu que l'idée, si c'est d'amener des modèles, des femmes à travers lesquelles, en fait, notre audience, donc, qui sont souvent des femmes créatives, intuitives, sensibles, peuvent se reconnaître. Mais de toute façon, ici, si on regarde réellement ton intervention, c'est beaucoup en lien avec, justement, ton expérience de vie, ton parcours de vie. C'est bien ça, hein? Complètement. Ok, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'en gros, ici, ce qu'on va voir un petit peu, j'aimais bien cette phrase avec laquelle j'avais envoyé sur les messages par mail, là, qui disait « Imagine passer d'une vie où tu ne t'aimes pas, enchaînant les régimes et subissant ton quotidien. » Donc, c'est un peu là que ça commence pour toi. Si on revient un petit peu à cette étape-là de ta vie, où est-ce que tu es à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? T'as quoi? Est-ce que tu es salarié à ce moment-là? Ou t'as pas de travail? Ah non, à ce moment-là, là j'ai 33 ans. Oui. Donc en gros, ma vie a changé à peu près il y a 10 ans. Ok. Et à ce moment-là, j'étais en train de terminer mes études d'orthophonie. Ouais. Effectivement, ça faisait presque 10 ans que j'enchaînais les régimes, les reprises de poids. Ça faisait depuis toujours que j'avais pas une bonne estime de moi-même, un manque de confiance en moi. Et du coup, j'avais fait des non-choix parce que je voulais plaire aux autres en permanence. Okay, on va arrêter 2 secondes là parce que ce sont des grands mots, tu vois. Et puis des fois, il faut les définir. Okay. Donc, quand tu dis que tu avais un manque de confiance en toi, qu'est-ce qui te fait dire ça aujourd'hui, que ceci était un manque de confiance en toi? Alors, manque d'estime de moi-même, c'est-à-dire le fait que je ne m'accordais pas de valeur, j'avais pas conscience de la valeur que j'avais. Donc du coup, j'étais toujours en train de me sentir inférieure aux autres. Je les trouvais plus beaux, plus intelligents, plus drôles, plus cultivés, etc. Moi, je me sentais toujours moins bien. Et manque de confiance en moi parce que le manque de confiance, la confiance vient avec le passage à l'action. Et du coup, j'osais pas aller dans le sens de ce qui me plaisait vraiment, puisque à force de m'adapter aux autres en permanence, du coup, je savais plus ce que je voulais vraiment, puisque je faisais toujours tout pour plaire à mes parents, à mes amis, et du coup, je n'osais pas affronter mes peurs et aller en direction de ce qui me plaisait vraiment. Mais de toute façon, à ce moment-là, je crois que je n'étais même pas trop consciente. Tu vois, pour te donner un exemple très concret, moi, quand il a fallu choisir une orientation professionnelle, j'ai voulu être psychologue. C'est ce que j'ai dit à mes parents. Puis ils m'ont dit, ah bah non, tu vas pas faire ça, il n'y a pas de débouché. Bah moi, j'ai écouté mes parents, je me suis dit, c'est eux qui savent. Ouais. Tu vois, et du coup, j'avais pas confiance. En fait, je me faisais pas confiance dans ma capacité à réussir. Je me disais, les autres savent mieux pour moi ce que je devrais faire. Et donc, j'étais en couple avec quelqu'un, pareil, avec lequel j'étais pas spécialement épanouie, mais on est restés ensemble 7 ans. Ah ouais. Enfin, tu vois, que des choix comme ça, mais qui étaient pas des vrais choix, en fait. Pas des vraies envies. C'était juste ce qui s'est présenté, et puis peu importe là où on te pointait, on te dit va par là, c'est là que t'allais. C'est ça. Est-ce que tu dirais que, parce que là on parle quand même, c'est avant tes 24 ans tout ça, est-ce que tu dirais que c'est normal pour une jeune femme de 20 ans d'être dans cette posture, ou est-ce que tu as l'impression que c'était peut-être plus marqué chez toi, c'était différent dans ton cas? Je pense que c'est malheureusement normal en France parce que on n'aide pas les gens à avoir confiance en eux, à s'aimer, à se connaître par cœur. Donc oui, il y a plein de gens qui font leur vie par dépit en fait, et par défaut, en prenant des voies les plus larges possibles, en se posant pas vraiment de questions, en étant en mode automatique, et qui se retrouvent à faire ce qu'on appelait avant la crise de la cinquantaine, la crise de la quarantaine, qui arrive maintenant à la crise de la trentaine, parce que de plus en plus tôt, en fait, on a accès à ces outils de développement personnel et on peut se connaître et se poser les vraies questions et se dire, en fait, est-ce que ma vie me ressemble ou pas?
Ouais. Et au lieu de tout plaquer à 50 ans pour prendre une jeunette et acheter une voiture décapotable quand on est un mec, Ouais, par c'est exemple, ça. et quand on est une femme, je fais vraiment les clichés, hein. Et quand on est une femme, du coup, de se retrouver à 50 ans toute seule, complètement perdue parce qu'on a dépendu d'un homme toute sa vie ou qu'on n'a pas conscience qu'on peut faire quelque chose nous-mêmes, bah Ouais, maintenant, c'est trop bien parce que les gens ont de plus en plus tôt les déclics, en fait. Et du coup, ils ouais. ont moins de regrets à la fin. Enfin, ils n'ont pas de regrets parce qu'ils peuvent tout de suite mettre leur vie sur les bons rails. Tout à fait. Donc, comme tu disais, manque d'estime de soi, manque de confiance à cette époque-là. Tu enchaînais les régimes. Qu'est-ce qu'il y avait par rapport à ça? Est-ce que est-ce qu'il y avait un problème par rapport à ton corps? Qu'est-ce qu'il y avait à ce niveau-là, au niveau des régimes? Bah, le régime, c'était lié au manque d'estime de moi-même. En fait, c'est que très tôt, j'ai dû avoir une ou deux remarques en mode ah, t'es sûr tu veux goûter? Prends une pomme plutôt, ce sera meilleur pour toi. Ou oh, Ouais, t'as pris un tout petit peu de poids. Ou voilà. Et que tout de suite, je me suis dit oh là là, mon Dieu, catastrophe. Mais plus personne ne va m'aimer si je ne suis pas parfaite. Parce que j'avais ce besoin, tu vois, de quête de perfection et donc du coup contrôle à l'extrême de mon corps. Mmh. Donc je pense que tout est un peu lié, quoi. Tu sais, ce qui est intéressant par rapport au corps, c'est que je remarque que c'est un sujet qui, même avec l'expérience, reste quand même un sujet assez sensible pour beaucoup de femmes. Alors, faisons tout de suite un jump et on va passer comme ça de ton passé à maintenant de toute façon. Euh, quel est ton rapport aujourd'hui à ton corps Euh, Par rapport à l'alimentation ou par mon rapport à corps? l'alimentation? Ouais. Par Par rapport rapport à à l'alimentation. l'alimentation, ouais. C'est hyper intéressant. En fait, ce que j'ai découvert, c'est l'alimentation intuitive et ça a transformé toute ma vie. Ça semble complètement logique. Je sais pas si tu Mhm. connais l'alimentation intuitive. Non, 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 Ah, parle-moi de ça. alors, en fait, le principe, c'est tout con. C'est tu manges si tu as faim, tu ne manges pas si tu n'as pas faim. C'est aussi con que ça. Sauf D'accord. qu'en fait, nous, on a tellement de règles en tête de il faut pas manger de glucides le soir. Il faut absolument manger le matin, c'est hyper important. Sauter un repas, c'est dangereux pour la santé. Plein de règles en fait comme ça. Si tu manges des trucs sucrés, attention, tu vas grossir. Et donc en Ouais, fait, on a tellement de règles sur l'alimentation qu'on oublie d'écouter le principal intéressé. d'accord. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai fait. C'est-à-dire que il y a 10 ans, j'ai découvert l'alimentation intuitive, ça a été une révélation. Mhm. Et je me suis mise à écouter en fait ma faim et manger en fait juste en suivant mes envies. Donc il y a des fois je vais trop manger parce que je suis gourmande et que il y a un bon repas avec des amis ou c'est Noël ou j'en sais rien. Et Mhm. du coup parfois je remange que le lendemain soir ou même 2 jours après. Enfin ça dépend en fait le temps que mon corps processe la nourriture et que j'ai à nouveau la sensation de faim qui me dit ok vas-y là c'est bon t'as faim. Depuis 10 ans je ne mange plus du tout le matin parce que je me suis rendu compte que je n'ai jamais faim le matin. D'accord. Et donc, je mange vers midi, 1 heure. Et après, le soir, c'est le repas plaisir avec mon mari. C'est là que souvent on est posé, on regarde une petite série, on discute, etc. Et là, souvent, on a plus faim. Alors que le midi, je mange pas beaucoup non plus. Enfin, en fait, Mhm. mais ça, c'est très propre à moi, en fait. Et j'ai découvert que c'était ça, mon rythme. Alors que si j'avais écouté ce qui se dit partout, bah, je fais tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, j'ai retrouvé mon poids de forme euh, et je le maintiens depuis 10 ans sans aucun problème, même quand je passe un mois l'été chez mes grands-parents et que avant je prenais 3-4 kilos facile parce que C'est ça. ils y avaient tellement à manger, qu'ils prenaient soin de moi et tout. Là, mon poids ne varie plus. Ouais, Enfin, en c'est fait, ça. ça reste stable parce que je sais m'écouter. C'est ça. Donc, encore même cette question de poids et d'alimentation, finalement, c'est en s'écoutant qu'on arrive à, finalement, quand tu dis à maintenir mon poids de forme, c'est-à-dire ce qui te convient, ce qui te fait sentir en santé, en forme et Ouais, tout ça. Ok. exactement. Alors, revenons un petit peu à cette jeune fille qui manquait de confiance en soi et d'estime en soi. Alors, et tu disais que tu étais aussi dans des études en orthophonie, c'est ça? Mm. Ok. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui t'amène à ce déclic finalement pour toi? Alors, en fait, j'avais remarqué que j'avais un comportement un peu bizarre. Mhm. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un mec, il fallait que je le drague. Alors que j'étais en couple. J'étais Mmh. en couple depuis 7 ans et pourtant, je pouvais pas m'en empêcher s'il y avait un garçon face à moi. Mmh. Et absolument que je sois dans la séduction. Et D'accord. je me disais, ah, c'est bizarre. Et puis ça allait plus loin que ça. Enfin, c'était pas juste dans la séduction. J'allais pas Mmh. tromper mon copain, mais on était vraiment à la limite de ce qui se faisait, quoi. Je Mmh. comprenais pas pourquoi j'agissais comme ça. C'était pas forcément des personnes qui me plaisaient plus que ça, en plus. Et donc, je me Mmh. suis dit, tiens, je vais faire une thérapie quand même. Ça peut être intéressant. Et c'est là que j'ai compris que j'avais un manque d'estime de moi-même et que du coup, une des façons de me rassurer, c'était de chercher la valeur dans le regard de l'autre et de me Mmh. rendre compte que je plaisais.
Et quand je plaisais à quelqu'un, du coup, ça me donnait un sentiment d'importance. Donc, c'est parti de là, en fait. Donc, j'ai commencé la thérapie. De là, j'ai déconstruit pas mal de trucs, notamment par rapport à ma famille, le manque de reconnaissance, de valorisation que j'avais pu avoir dans l'enfance, etc. J'ai commencé à m'affirmer, etc. Puis après, j'ai découvert le développement personnel. Et puis j'ai commencé à me rendre compte je me suis rendu compte dès le début que l'orthophonie, c'était clairement pas fait pour moi. Et donc, j'ai commencé à envisager une reconversion pro et je suis tombée sur le coaching. Ça a été une évidence. Je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que je veux faire. C'est un truc que je fais dans ma tête depuis toute petite. J'imagine, alors c'est pas du coaching, mais j'imagine la vie de certaines personnes qui n'ont pas l'air heureuses et je me dis, ah, mais ce serait trop bien si elles avaient ça et ça et ça. Et donc, je m'endors comme ça en me refaisant un scénario positif sur la vie des gens. Et bref, du coup, le coaching m'a aidé aussi parce que j'ai découvert tous les outils de mindset, de croyances limitantes, de peur, de pensée, etc. Donc, ça a achevé, si tu veux, ma Faisons une petite, parce que tu as dit beaucoup de choses là, oui. beaucoup de choses. Alors, on va revenir sur une chose que j'ai trouvée vraiment très, très importante parce que, tu vois, quand on parle dans l'idée de briller, d'avoir sur une voie publique, il y a comment dire, une qualité qui est facilement reconnue, qui est finalement le charisme, le charme. D'accord? Et j'aime ce que tu dis là quand tu te retrouvais face à des hommes, c'était automatique ce désir de séduction. J'ai eu à peu près la même problématique et pour moi, ça m'a frappée quand je suis devenue entrepreneur. Parce que dans la vie sociale, c'était pas plus grave que ça. Séduction un petit peu, ok, il y a toujours un petit jeu comme ça. Ça me frappait pas plus que ça. Mais quand je suis devenue entrepreneur et que j'ai commencé à faire des réseautages entrepreneuriales dans les chambres de commerce et autres, c'est là que ça m'a vraiment frappé, ce jeu de séduction. Et qu'en plus de ça, dans mon cas, donc je veux voir un petit peu pour toi, ok, on va avoir une conversation là-dessus. Et pour celles qui nous écoutent aussi, dans mon cas, mon but n'était pas de les draguer, mais effectivement, et je fais du charme. Ça fait partie de mon caractère. Je fais du charme, je suis une séductrice. Ça fait partie de mon charisme. Ce qui était très mal interprété par la gente masculine qui pensait que j'étais en train de les draguer alors que je suis comme ça avec les hommes et les femmes. J'adore. Donc, je sais que toi, tu me disais qu'après ta visite chez le thérapeute, c'est ressorti que c'était un besoin comment dire, d'être valorisé. Et c'était comme ça. Est-ce que c'est vraiment, genre, aujourd'hui, tu as quand même le recul, tu as 33 ans. Est-ce que c'est toujours ta seule lecture par rapport à cette… Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis comme toi. C'est-à-dire, je suis toujours, alors, je sais pas si c'est prétentieux de dire ça, mais bon, en coaching, on dit qu'il n'y a pas de fausse modestie. Donc, non. Je pense que je suis plutôt quelqu'un de charismatique, mais j'ai pas du tout, enfin, si la personne en face ne m'attire pas ou ça matche pas, je m'en fous en fait. Alors qu'avant, il fallait que je déploie tout un tas de subterfuges pour absolument être appréciée. Que maintenant, je fais plus d'efforts, plus que ça. Naturellement, je vais être plutôt joyeuse, plus pétillante. Enfin voilà, mais c'est mon caractère. Et du coup, ça matche plutôt bien avec pas mal de personnes. Mais en fait, je m'en fous si ça passe pas. Que avant, c'était vraiment destructeur pour moi si quelqu'un m'appréciait pas. D'accord, d'accord. À vivre. D'accord. Je vois où tu fais la distinction. Donc c'est que avant il y avait le désir, fallait que l'autre absolument te valide aussi à ce niveau-là. Alors qu'aujourd'hui tu es ta pétillante, joyeuse, charmeuse, mais ça n'a plus d'importance le retour que tu reçois. C'est ça. Ok, superbe. Ok. Donc, j'adore ton. Alors. Après ça, donc, on a quitté les études d'orthophonie. Là, il y a eu une petite accélération jusqu'à la découverte du coaching. Donc, comment est-ce que tu découvres le coaching un petit peu, s'il te plaît, encore? Alors, toi, tu es au Québec, donc je sais pas si tu connais ce livre, mais il y a un livre de Raphaël Giordano qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Tu vois, je connais pas ce livre, mais j'ai entendu beaucoup de mes clientes me sortir cette citation. C'est une citation, effectivement, et il y a une fille qui a écrit un livre dessus. Et en gros, c'est l'histoire d'une femme qui va mal et qui rencontre un coach de vie qui l'aide à reprendre sa vie en main. C'est fictif. Ouais. Mais en fait, moi, en lisant ça, je me suis dit, mais c'est dingue, c'est incroyable ce truc. Et ça, c'est un métier, donc j'ai commencé à m'en renseigner. Et là, vraiment, ça m'est apparu comme, c'est exactement ce que je veux faire, quoi. C'était vraiment une évidence. Mais parce que là, j'essaie un peu de voir est-ce que toi, tu dirais que c'est une série d'événements qui tranquillement t'ont fait changer,
Ou y a-t-il eu un événement qui t'a fait te dire, je veux quelque chose de différent? Tu penses à quoi dans ma vie en général? C'est-à-dire, en gros, ici, on passe quand même de cette fille qui ne s'aimait pas, qui enchaînait les régimes, qui subissait son quotidien et qui avait donc, qui avait un emploi que elle déteste à ce moment-là, orthophonie, elle aurait étudié dedans. Donc, comment est-ce que tu te sors de là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu un événement quelconque ou c'est juste à force d'essayer? C'est comment se fait finalement cette transition pour toi, en fait? Ça s'est fait progressivement. Effectivement, j'ai fait presque 1 an de thérapie. D'accord. Donc, la thérapie a beaucoup joué pour toi. En vrai, si je l'avais fait en coaching, j'aurais changé beaucoup plus vite. C'était très lent. Il y a eu, je pense, 3 phrases déclic, tu vois, qui m'ont aidé. Donc la thérapie, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, j'ai écouté plein de vidéos et puis j'appliquais en fait à chaque fois ce que je découvrais. D'accord. Sur plein de sujets. Tu vois, je me suis beaucoup renseignée. Donc l'alimentation par exemple, mais plein d'autres thèmes, je sais pas, la sexualité, l'affirmation de soi, le couple, enfin les relations amicales. Et après avec le coaching, j'ai eu pareil. En fait, depuis que je suis coach, j'arrête pas, je lis encore plein de trucs. Donc si tu veux, en 10 ans, ça a été plein de petits pas mis bout à bout. D'accord. Qui m'ont permis d'en arriver là. D'accord. Alors le coaching, qu'est-ce que ça apporte de nouveau pour toi? Comme je te disais, tous les outils sur le mindset. Donc vraiment la gestion des pensées, de comprendre que je suis pas une victime et que je peux avoir un impact sur les émotions que je ressens et comment switcher ces émotions grâce aux pensées. Donc ça a été vraiment une révolution. Et puis ça a changé mon entourage aussi puisque mon mari, il en a bénéficié aussi. Enfin, c'est cool, on a vraiment grandi ensemble. Ah, c'est ça. Je crois que je me sens dans ta vidéo que tu avais fait pour justement le séminaire Brit. Tu disais que tu avais épousé ton meilleur ami. C'est ça. Alors c'était, comment dire, c'était pas on était meilleurs amis et on s'est mariés. Mais on s'est rencontrés tout de suite, ça a été vraiment un coup de foudre amical. Et très rapidement après, on est sortis ensemble et on s'est mariés. Là, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Et c'est vraiment, oui, la personne que je trouve la plus incroyable. Excellent, excellent. Ok, donc on voit un petit peu ton parcours et tout ce que tu as appris avec le coaching qui finalement, moi j'ai l'impression un petit peu qu'avec la découverte du coaching pour toi, c'est un peu comme une autorisation à être pleinement qui tu savais être. Bah ouais, c'est vrai que c'était naturel de coacher, d'accompagner. C'est ça. D'imaginer la vie des gens, comment elle pourrait être meilleure. Ok. Allons-y avec les premiers points parce que tu me parles de 3 clés, d'accord? Il y a 3 clés dont on aimerait parler. 3 règles, excuse-moi. C'est 3 règles d'or pour créer sa vie sans compromis. La première, t'assumer à 100%. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est vraiment ce que on le retrouve dans mon parcours, mais d'abord te connaître par cœur, t'aimer et comprendre que c'est parfait comme ça. Généralement, en fait, quand on se connaît pas, c'est ce que je disais, on se plie aux exigences de la société, de nos parents, de notre entourage. On veut faire plaisir aux autres pour être aimé. On va rentrer dans le moule. On est un peu un caméléon. Donc, on s'adapte à la personnalité de chaque personne qu'on rencontre. On a envie d'être irréprochable, d'être parfaite pour être acceptée. Et être aimée, on est prêt à tout, en fait, pour ça. Et souvent, mes clientes, moi, elles me disent qu'elles sont fades, qu'elles n'ont pas de personnalité. Elles ont vraiment cette sensation-là. Alors que, oui, à force, si tu t'adaptes à tout le monde, que tu n'oses rien dire, pas un mot plus haut que l'autre, parce que tu te dis, si j'affirme mon opinion sur tel sujet, il y en a qui vont pas être d'accord et tout. Forcément, tu as l'impression de pas avoir de personnalité. Et en fait, c'est juste que tu t'exprimes pas, que tu as peur qu'on te fasse un reproche, qu'on te rejette ou de te retrouver seule au monde. Donc, parce que ça, c'est vraiment la pire crainte de l'être humain, en fait, de se retrouver seul et que personne ne veuille être avec toi, c'est vraiment hyper dur en fait, c'est hyper ancré parce que comme avant, fallait qu'on soit en groupe pour survivre, et notre cerveau il a gardé ça. Donc on a des réflexes un peu de survie comme ça, il faut que je sois appréciée. Et donc il y a ça. Après, qu'est-ce que je remarque aussi dans le t'assumer à 100%, j'ai beaucoup de clientes qui se positionnent en sauveuses. Pour se rendre indispensable. Là aussi, c'est un moyen en fait d'être aimé en se disant tiens, si je sauve tout le monde, si je rends des services, etc.,
bah, du coup, forcément, on aura toujours besoin de moi, donc je ne serai pas seule. Sauf qu'en faisant ça, bah, on s'oublie totalement. Et pareil, on en revient à ne plus savoir qui on est, ce qu'on veut, etc. Les besoins des autres, ils passent toujours avant les nôtres. Et puis, généralement, on pense que de toute façon, c'est égoïste de prendre soin de soi. Donc ça, c'est un autre profil qui peut empêcher de s'assumer à 100%. On revient toujours à ce besoin d'être aimé et d'être validé. Dis-moi. En fait, là, je suis en train de me demander, parce que ce que tu dis là, au fait de s'assumer, est-ce que tu aurais, comment dire, est-ce que tu observes qu'il y a, genre, on dirait, pas des niveaux, mais tu peux très bien arriver à faire ce travail qui est de s'assumer à 100% dans ta vie privée, genre t'assumes à 100% avec tes amis, ta famille, tes collègues, peu importe. Et puis là, tu deviens entrepreneur. Et là, c'est comme s'il y avait tout le travail qui est à refaire. C'est-à-dire encore de nouveau, t'assumer à 100%, mais cette fois dans un rôle entrepreneurial. Est-ce que toi, tu observes, est-ce que tu as observé cette différence? Alors, je l'ai pas. Alors moi, oui, de mon point de vue, oui. C'est vrai que ça me l'a fait un peu, mais parce que c'est une sortie de zone de confort. Donc c'est normal en fait. À chaque fois qu'on fait un truc nouveau, et là quand on devient entrepreneur, il faut se montrer, faut parler de soi ou de son parcours. C'est plein de compétences qu'on ne connaissait pas. Dès qu'on fait quelque chose de nouveau, il y a toujours le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité qui peuvent ressortir à ce moment-là. Et puis, bah, au début, on essaye d'être un peu parfaite ou lisse. On est potentiellement vu par tellement de gens et on a très peur des haters. En vrai, ça fait flipper les haters quand tu sais à quel point ça peut détruire ta santé mentale, etc. C'est normal que ça fasse peur, vraiment. Donc, du coup, tu peux mettre du temps avant de t'assumer aussi dans ce nouveau rôle. Mais parce que là, c'est encore une échelle supplémentaire, quoi. Donc, faut vraiment être bien ancré sur OK, qui je suis, voilà ce que je vaux. Et j'ai le droit de parler comme ça en étant toujours bien respectueuse, bienveillante, etc. Et puis, moi, ce que je disais, à un moment, je coachais les entrepreneurs et ce que je leur disais, c'est rappelez-vous que Instagram, par exemple, c'est votre maison. Donc, s'il y a des personnes qui viennent pour vous critiquer, vous les bloquez, vous les virez, en fait. Moi, j'accepterais pas que quelqu'un vienne chez moi pour m'insulter. Donc, sur les réseaux, c'est pareil. Mais c'est vrai que ça fait un peu flipper parce que ça prend des proportions qui sont plus larges. Tout à fait. Je me rappelle que quand j'ai commencé en tant que dans la toute première entreprise, c'était en décoration d'intérieur, et je me souviens, j'avais déjà fait tellement de travail sur moi, m'assumer ma valeur et tout ce que tu veux. Et dès que je suis rentrée, c'est pour ça qu'en fait je fais ce genre de séminaire, c'est que on manque tellement de modèles. La première chose, c'était la veste, la tenue professionnelle, la manière dont, en plus ça, comme je suis fonceuse, donc j'avais vraiment cette attitude et je me suis juste rendu compte qu'en fait tout ce que j'avais tellement bien travaillé, toute la personne que j'étais venait encore une fois de disparaître au profit d'un rôle, parce que je manquais de modèle. Donc j'ai commencé à jouer la femme d'affaires. C'était même pas la femme entrepreneur. J'ai commencé à jouer la femme d'affaires. Donc c'est pour ça que je voulais revenir à ça, parce que de la même façon, il y a ça au niveau de, encore une fois, s'assumer à 100% quand je suis devenue dans le rôle d'entrepreneur. Je l'ai vécu encore une fois que je me suis mariée dans le rôle de l'épouse. Il y a des éléments qui ont encore une fois apparu. Donc c'est pour ça que j'avais envie de parler un petit peu de ça quand tu parles avec tes différentes clientes et différents accompagnements que tu fais. Si tu observes, tu vois, chaque fois, je sais pas si on peut rappeler des niveaux d'acceptation. Non, mais tu as raison. C'est vrai que finalement, être soi-même et complètement épanoui dans chaque domaine de vie, ça demande effectivement un travail, un ajustement. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, effectivement, de s'assumer, de se dire, OK, c'est quoi mon style? Et de l'assumer autant dans ton couple, dans tes amitiés, dans ton travail, c'est pas forcément évident. Et puis on a tellement de personnes avec lesquelles on peut se comparer quand on va sur les réseaux sociaux, tellement de styles de vie différents aussi, qu'on peut se dire ah mais peut-être que ça c'est mieux, ouais mais en fait peut-être que ça c'est pas toi en fait. Donc c'est ça exactement. Ah c'est vraiment ça. C'est super important, c'est super intéressant parce que sur les réseaux ça s'amplifie énormément, parce que là il y a le comparatif en plus de ça. C'est ça. Okay. Donc t'assumer à 100%, c'est donc la première règle d'or. Ouais. Et c'est pas forcément évident, effectivement. Tiens, il y a un truc que je peux dire qui va peut-être aider les filles qui nous regardent, c'est que des filles, on est d'accord. Hein. Principalement, ouais.
Bah, tu sais, avec les réseaux sociaux, mais même avant qu'on ait les réseaux sociaux, en gros, ce qu'on fait souvent, parce que notre cerveau, il est programmé pour se comparer aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, on se comparait à chaque personne qu'on voyait et qu'on trouvait inspirante. Et puis, Oui. on se disait, ah tiens, mais elle cuisine super bien. Bon, c'est un peu sexy ce que j'ai dit. Elle fait trop bien du self-défense. Elle est trop bonne dans l'écriture. Elle a des cheveux incroyables. Elle a des amis de fou. Ils ont l'air de trop se marrer. Elle a une relation extraordinaire avec ses parents. Bref. Et en gros, on prend le meilleur de chaque personne, on en fait un personnage idéal et on se dit, moi, il faudrait que je sois ça. Sauf qu'en fait, ce personnage n'existe pas. C'est ça. Et on oublie que la fille qui a des cheveux incroyables, bah, peut-être qu'avec ses parents, ça va pas. Peut-être qu'elle a une mauvaise estime d'elle-même. Peut-être qu'elle a un complexe sur son nez. J'en sais rien, en fait. On sait pas. Et en fait, il faut prendre l'entièreté de l'image. Et ça, c'est un truc que je fais faire à mes clientes qui manquent d'estime d'elles-mêmes. C'est ces personnes que tu admires, c'est quoi leurs défauts? Pas pour les critiquer, mais juste pour que tu les descendes de leur piédestal. Parce qu'en fait, ils sont juste au même niveau que toi. Genre, personne n'est parfait. Personne n'a tout sur tous les plans. Enfin, si mon objectif, c'est d'avoir la vie sans compromis, mais je veux dire, il y a des trucs, tu vois, par exemple, moi, j'adore ma vie, mais par exemple, mon frère ne me parle plus depuis 10 ans. Ça veut pas dire que, si tu veux, j'ai réussi à faire le deuil de cette relation. J'ai d'autres relations géniales dans ma vie, mais bref, peut-être que toi, tu t'entends trop bien avec tes frères et sœurs. Donc, on ne sait pas, en fait, ce qui se passe dans la vie des gens. Et c'est important de ne pas comparer. J'adore ce que tu dis là parce que, ouais, effectivement, c'est la chose qui peut être super difficile dans le fait de s'assumer à 100%. Il y a un truc, je me souviens, où qui m'a beaucoup aidée, c'est quand j'ai commencé à penser qu'en fait, je suis la référence, je suis la chose face à laquelle je me compare. Je suis le modèle de perfection, si on devait le dire simplement. Je suis le modèle de perfection et je me compare à ce modèle-là, tout simplement, à moi-même. Mais il y a aussi, tu sais, l'autre attrape où on se compare à nos succès passés. Tu te souviens, à 25 ans, j'étais tellement mince et belle. Oui, mais là encore, du coup, rappelle-toi dans quel état tu étais à 25 ans. C'est vrai. Est-ce que tu avais trouvé l'amour de ta vie? Est-ce que tu te disais, est-ce que je le rencontrerai un jour? Est-ce que tu avais cette maison ou cet appartement que tu adores aujourd'hui? Je dis n'importe quoi, hein, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu as accomplis aujourd'hui que tu n'avais pas à cet âge-là? Et te rappeler aussi que chaque période de vie est une expérience et que les expériences de vie s'enchaînent et ne sont pas les mêmes. Et tant mieux, comme ça, on s'ennuie pas. Si c'est toujours la même chose tout le temps, ce serait chiant. Donc, en fait, on varie en fait les expériences. C'est ça qui est cool. Mais ce que j'entends aussi avec cette fameuse règle, c'est que quelque part, il n'y a pas une ligne d'arrivée. Là, s'assumer à 100%, c'est pas genre, ok, ça y est, j'y suis. Je m'assume à 100%, j'ai réussi, c'est fait. Ça a l'air d'être quelque chose qui continue en fait. Hein. Et encore heureux parce que ça veut dire qu'on se lance de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné une conférence pour la première fois de ma vie devant 200 personnes. Bah, juste avant, j'étais pas bien. J'ai dit à ma copine, il y avait une copine à moi, et j'ai dit, c'est moi où il fait chaud, j'étais en train de me ventiler comme ça. Et elle avait une veste, moi j'étais en t-shirt. Elle me dit, c'est toi. Et j'ai dit, ah bah meuf, je crois que je suis en train de stresser. Franchement, c'était un peu stressant, quoi. Tu vois, tu l'as pas fait. Là, je suis en train de prendre des cours de chant dans un niveau un peu élevé. J'ai le syndrome de l'imposteur qui vient à nouveau sur ma voix. Je sens qu'il faut que je développe des nouvelles croyances sur ma voix, etc., que je m'encourage. Donc, mais c'est bien parce qu'en fait, si on n'a jamais peur, ça veut dire qu'on est trop dans une zone de confort et qu'on grandit pas. Et c'est ça. C'est pas la peur n'est pas un indicateur qu'on est sur la mauvaise voie. Non. Au contraire. Et tu vois, j'aime ça, comment tu as dit, je suis en train de prendre des cours de chant et donc j'ai un syndrome d'imposteur qui vient sur ma voix. C'est ça, ces éléments apparaissent, ces peurs, ces insécurités apparaissent ici et là dès qu'on fait une sortie de zone de confort, en fait, tout simplement. C'est ça, exactement. Et alors, du coup, vraiment, le truc qui a changé dans ma façon de voir la peur, c'est ce que tu disais, en fait. La peur, maintenant, je la vois pas comme ok, j'ai peur, ça veut dire qu'il faut pas que j'y aille. Je la vois comme ok, est-ce que c'est toi qui vas décider ou c'est moi? Et ben, je vais te prendre sur le dos, mais on y va ensemble. Et c'est moi qui décide la direction que je veux donner à ma vie. Tu vas pas m'empêcher de bouger, de faire mes trucs et tout. Si j'ai envie de le faire, même si je flippe, je vais le faire. Après, il y a des outils pour diminuer l'intensité des peurs, mais j'y vais quand même. J'adore. Est-ce que c'est tout pour la première règle d'or? Ouais, en gros, je crois que c'est à peu près ce que j'avais noté. Et donc, la deuxième règle, tu nous as mis
écouter son intuition? Ouais, alors, l'intuition. Attends, où est-ce qu'elle est ma page? C'est du live, hein. Voilà. L'intuition. L'intuition, je ne sais pas si vous pouvez dire un peu dans le chat si vous savez ce que c'est ou pas. C'est ça. Quelle est ta définition de l'intuition? Mets-le dans le chat, comme ça, on s'aligne tous et on est sûr de parler de la même chose. Ouais, parce que moi, je trouvais que c'était un peu nébuleux, tu vois, et je suis pas forcément ésotérique comme personne, donc je me disais, c'est quoi ce truc? C'est un peu perché et tout, alors qu'en fait, c'est très concret. Je suis très cartésienne. Donc, pour moi, l'intuition, c'est c'est écouter, en fait, le premier truc qui vient. Genre, quand tu as envie de faire quelque chose, te dire, est-ce que c'est plutôt un oui, plutôt un non? Sauf qu'en fait, on a du mal à l'écouter parce que on est tiraillé entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on pense qu'on devrait faire, ce que nos parents voudraient qu'on fasse, que notre conjointe voudrait qu'on fasse, que notre entourage voudrait qu'on fasse, qui se fait aux yeux de la société. J'ai plein de clientes qui demandent l'avis de 10 personnes avant de réussir à faire un choix. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de se reconnecter vraiment à cette intuition pour pouvoir prendre une décision en 1 seconde. Normalement, en 1 seconde, on peut prendre une décision importante. On n'a pas de temps à perdre. Mais souvent, en fait, c'est les peurs du regard des autres, du jugement des autres, de est-ce qu'on va rater. La peur de l'échec, ça aussi, ça bloque beaucoup. Et en fait, les femmes qui vivent des vies extraordinaires, des vies sans compromis, c'est des femmes qui prennent des décisions rapidement en direction de ce qu'elles veulent. Parce qu'en fait, c'est très clair pour elles de ce qu'elles veulent. Et elles se disent, en fait, et il y a un truc que je me dis souvent, c'est est-ce que la cerise qui vit une vie encore plus extraordinaire que celle que je vis aujourd'hui, est-ce qu'elle le fait ou pas? Ça m'aide vachement. D'accord. Donc toi, tu te visualises dans un futur et tu imagines une version plus accomplie. Ouais, c'est ça. En fait, pas forcément un futur loin, mais tu vois, dès que parce que mes gros rêves dans ma vie sont déjà accomplis, mais dès que j'ai des nouveaux objectifs, en fait, j'imagine cette cerise qui vit ces nouveaux objectifs-là. Tu vois, et je me dis. Est-ce que tu te demandes, est-ce que ça, de vivre ces objectifs, est-ce que ça me fait plaisir de m'imaginer les vivre? Est-ce que je suis heureuse de les vivre ou est-ce que je peux m'en passer, genre? En fait, de toute façon, tous les choix que je fais, et c'est ce que j'allais vous dire après, mais c'est des choix de joie. Je me demande, l'intuition, en gros, c'est suivre sa joie, le truc qui m'éclate et qui me fait vibrer à l'intérieur. Le truc où je me dis, ça va être fou. Donc, en fait, en gros, mes choix, c'est ça. Je suis pas les choix de peur, de raison. Je suis mes choix de joie. Mais en fait, il y a plein de gens qui font que des choix de peur et de raison. Je sais pas si tu connais au Canada, mais en France, on a une émission qui s'appelle Recherche maison ou appartement. Bon, tout est dit dans. Je ne connais pas, mais j'imagine le concept. Et là, tu vois des gens qui hésitent entre l'achat coup de cœur et l'achat de raison. Et j'avoue que c'est un concept que je ne comprends même pas en fait. À quel moment, pour l'investissement le plus important de toute ta vie, financièrement, tu hésites entre un achat coup de cœur, où genre c'est waouh, et un achat de raison parce que c'est plus pratique, plus raisonnable, etc. Et en fait, je me dis, si les gens qui choisissent l'achat de raison, leur vie, ça va être une vie raisonnable, du coup. Une vie que de choix de raison, de peur, etc. Et tu ne te crées pas une vie extraordinaire quand tu fais ça. Donc, suivre ton intuition, suivre ta joie, ça t'amène dans une vie vraiment qui va être chouette. Tu sais quoi? J'aimerais qu'on vienne parce que là, tu vois, il y a Maria qui dit pour moi, l'intuition, c'est écouter son corps dans ses manifestations et ce n'est pas que cérébral. Du coup, j'ai envie de te poser la question parce que tu t'es définie comme étant quelqu'un de très cartésienne, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant de parler de cartésienne et d'intuition. Quand tu dis d'écouter, de suivre sa joie, ça c'est pas spécialement cartésien, ça. Non. Mais je le vois pas comme un truc perché non plus, je sais pas quoi, mais ça me semble évident parce que c'est mon corps, mais mon corps, tu sais, comme pour la nourriture, en fait, je lui fais confiance. Donc, effectivement, l'intuition, quand je sens que ça vibre, que je sais pas comment dire, je me sens tu vois, comme ça, là, je sais pas comment décrire ça. En vie, tu te sens excitée, l'énergie qui est là. C'est ça, vibrante, etc. Là, je me dis, ouais, c'est cool. Alors que quand c'est non, quand mon intuition, elle me dit, j'ai mon diaphragme qui se serre, je me sens, tu sais, j'ai une boule dans le ventre, je me sens pas bien, tu vois. Je sens que, et là, ma tête, elle peut me dire, ah si, ce serait mieux.
si, fais-le, tu vas gagner de l'argent, par exemple. Tu vois, par exemple, quand il y a une cliente qui me contacte, une prospect potentielle, c'est le but de l'appel de voir si on est fait pour travailler ensemble. Mon cerveau, il va me dire, bah oui, grave, de toute façon, prends-les toutes, ça te fera de l'argent. Et mon corps, il va me dire, non, je le sens pas du tout, je sens qu'elle va pas avoir les résultats, je sens que ça va pas matcher en termes d'énergie, je sens qu'elle est pas prête. C'est mon intuition que je vais écouter. Donc, tu vois, donc c'est intéressant parce que tu vois, on utilise tous des mots qui veulent dire différentes choses, tu vois. Mais c'est très important, c'est pour ça que j'adore ce genre d'entrevue, tu vois. Donc, quand tu dis encore une fois, ça va pas matcher ton énergie. Donc, tout ça, encore une fois, c'est toujours en lien avec cette intuition qui est donc cartésienne pour toi. C'est peut-être pas très cartésien. Mais je vois ce que tu veux dire. Quand tu dis c'est pas perché, dans le sens tu n'utilises pas de pendule, tu n'utilises pas d'objet qui serait considéré plus, disons, spirituel pour arriver à être connecté à ton intuition, ce genre de choses. Oui. Ce sont des élans de ton corps, mais tu écoutes principalement ton corps, alors, d'après ce que je comprends. C'est vrai. C'est ça. J'adore. C'est hyper précise et tout, j'aime trop. Mais il faut que tout le monde se comprenne. Moi, je me considère que je suis une traductrice, tu vois. Donc, je veux toujours être sûre que tout le monde se comprend. Ok, super. Donc là, maintenant, on a défini un peu ton intuition, mais il y a aussi autre chose que tu as dit, c'est suis le premier truc qui te vient. Là, moi, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est l'impulsion. Bah, c'est que, en fait, souvent, le premier truc qui vient, c'est l'élan de vie. Et tout de suite après, t'es rattrapé par tes peurs. En mode, oh, ce serait trop cool. Ah ouais, mais non, je peux pas faire ça parce que, attends, j'ai un emprunt sur le dos, je viens de me lancer, je vais pas tout plaquer pour changer d'avis. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont croire que je suis une girouette. Enfin, tu vois, et après, t'as un peu les peurs qui arrivent. C'est pour ça que je dis souvent ça. Mais après, c'est pas forcément une vérité absolue. En tout cas, le truc auquel je prête le plus attention pour mon intuition, c'est vraiment le non. Le verrouillage de mon corps, ça, je le sens direct. Donc après, ça peut être dans la gorge, ça peut être des petites voix, ça peut être, tu vois, même un non, tu vois, genre quelqu'un qui t'entend non, ou un recul, ou mais ouais, d'écouter vachement son corps, je trouve que ça aide. Excellent, excellent. Tu vois, il y a Sandrine qui dit ça rejoint l'idée, cette personne, je la sens pas, tu vois, ou en amour, toute autre situation, l'intuition est précieuse. Je suis d'accord aussi. Et c'est vrai que même dans notre langage courant, on utilise pour parler d'intuition, c'est finalement des termes qui sont très en lien avec le corps et les sens, hein. Oui, avec les sens, tout à fait. Ouais. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'intuition, donc, serait la règle d'or numéro 2. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette règle-là? Ouais, je pense qu'il y a d'autres choses, mais en gros, c'est pour moi les plus importants, vraiment de se dire, si tu veux ta vie sans compromis, il faut que tu commences à faire des choix qui suivent ton intuition, qui te mettent en joie. Ça veut pas dire que tu te tromperas pas, mais tu apprendras en faisant, que à chaque fois tu te rapprocheras encore plus de la vie qui te ressemble et qui est vraiment faite pour toi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et la troisième règle, celle-là, elle me fait triper, c'est ma préférée de tes règles, c'est fixer tes propres règles du jeu. Ouais, ça j'adore, parce que souvent on se met nous-mêmes des barrières en se disant qu'un truc est possible ou pas possible. Ouais. Et donc, ce que j'aime bien faire à mes clientes, c'est lister un peu tout ce qu'elles s'imposent. Ouais. Les trucs qui les saoulent. Je sais pas, on va parler de trucs très concrets, hein. La cuisine, les lessives, le ménage, les devoirs des enfants, ton travail, ton style vestimentaire, ton couple, tes amitiés. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont chiants là-dedans et que t'as pas envie en fait d'avoir au quotidien? Et du coup, après, une fois qu'on a listé ça, on se demande comment je peux supprimer ça, déléguer ça ou le rendre fun. Parce que bon, supprimer ses enfants, ça peut être un peu complexe. Ouais. Mais on peut prendre du temps pour nous. Moi là, tu vois, par exemple, je reviens de 5 jours que j'ai passé chez mes parents et j'ai laissé mon petit à mon mari. Ouais. Et du coup, j'ai pris du temps pour moi. J'ai travaillé, hein, mais j'étais à mon rythme. Je pouvais faire la grasse mat le matin. Enfin voilà, c'était cool. C'était vraiment chouette. Donc, en fait, comment tu peux, toi, trouver des options comme ça? Ouais. J'ai une de mes clientes, par exemple, vraiment, au début, quand elle est arrivée, sa vie, c'était que des contraintes, vraiment. Elle râlait tout le temps sur ses enfants. Elle était divorcée, donc elle râlait tout le temps sur ses enfants. Et quand ils partaient, elle se disait, mince, j'ai pas profité d'eux. Elle était prof des écoles, elle criait beaucoup sur ses élèves et du coup, elle savait plus si elle était faite pour ça.
Et en fait, en 3 mois, elle a vraiment appris à assumer son côté paillettes, licorne et tout. Elle s'est mise à faire des toboggans dans les escaliers avec ses enfants. Au lieu de cuisiner pendant des heures le mercredi avant les activités de l'après-midi, bah, du coup, ils allaient faire un pique-nique, mettaient un petit sandwich vite fait et ils pique-niquaient en fait au parc et ils rigolaient. Ils chantaient des chansons à tue-tête dans la voiture. Elle a retrouvé sa passion de l'enseignement parce qu'elle arrêtait de se mettre dans le rôle de la maîtresse un peu chiante, etc. Donc, c'est arrêter en fait de se mettre dans des rôles comme tu disais pour ton costume quand tu t'es lancé. En fait, qu'est-ce qui est marrant, qu'est-ce qui me ressemble, comment j'enlève certaines tâches et comment je m'amuse plus en fait. Ouais, tout à fait. J'adore. Je crois que c'était dans le livre de Tim Ferriss et je sais que tout le monde n'est pas fan de cette phrase, mais moi, je l'adore. Le but du jeu n'est pas, attends, excuse-moi, le but du jeu n'est pas de jouer, mais de battre l'adversaire. Moi, je trouve ça génial parce que effectivement, on se rend pas compte, on rentre en entrepreneuriat, on rentre dans quelque chose de nous, surtout l'entrepreneuriat, on veut jouer le jeu, on joue le jeu. Je suis censée faire ci, je suis censée faire ça, je suis censée faire ci, et tu joues le jeu. Et moi, j'ai toujours eu ce truc dans mon esprit, même dans les différents emplois, quand j'étais encore salariée, quand j'arrivais, mon cerveau, la première chose qu'il cherche, c'est toujours comment est-ce que je peux arriver au même résultat en moins de temps, en moins d'efforts, enfin bref, je suis la tricheuse par excellence. C'est ça la définition, disons, publique de ce terme. Mon cerveau cherche comment couper court et arriver au même résultat très rapidement et je le trouve toujours. J'adore. Ouais. Toujours, je le trouve toujours et c'est pour ça que pendant longtemps, je cachais ce truc-là, tu vois. J'allais le faire, j'allais trouver une façon, mais j'allais pas le montrer, j'allais le dire à personne. Mais ce qui était étrange, c'est que j'allais voir quelques temps plus tard quelqu'un sortir ça comme étant sa trouvaille, une façon plus améliorée de faire ci. Et je suis là, mais ça fait des mois que je fais des choses comme ça, moi, tu vois. Et donc, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour être en mesure d'assumer cette part de moi que, voilà, c'est ce que fait mon cerveau créatif. Il cherche toujours le moyen d'en faire le moins possible pour un même résultat. J'adore. Et ça fait partie, battre le jeu. C'est pas de jouer le jeu. Tu es censé travailler 6 heures. Non. Moi, je peux le faire en 30 minutes. J'adore. C'est trop fort. C'est trop bien. Moi, j'ai une devise un peu équivalente. Pas tout à fait pareil, mais c'est... ma devise, c'est simple et efficace. Genre, tout ce que je fais, il faut que ce soit simple et efficace. Moi, je suis pas perfectionniste. J'aime bien que ce soit rapide. Voilà, je vais droit au but. Tu vois, par exemple, je fais des podcasts, je fais aucun montage. Ouais. Mais c'est ce que les filles aiment, du coup. Et c'est ma marque de fabrique, mais bon, il y en a d'autres qui font ça, mais c'est le côté très copine, très simplicité et proximité. Tu vois, ça me ressemble. Donc après, c'est trouver, en fait, ce qui, toi, te convient, en fait, hein, tout simplement. C'est ça. En fait, quand tu dis de créer ses propres règles du jeu, ça vient encore une fois un peu rejoindre ta deuxième règle avec l'intuition qui est finalement de suivre sa joie. Cette joie est celle qui est censée dicter, en tout cas t'aider à créer tes propres règles. C'est ça. Exactement. C'est super important. Maria a dit retrouver son esprit d'enfant. Ouais, c'est ça en fait. C'est vrai que il y a un truc autour du fait de devenir adulte. Ah oui. Mais c'est déprimant en fait. Genre devenir adulte, ce serait être chiant, sérieux et tout. Ouais. Mais alors, mais moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je passe mon temps à rigoler, à faire exactement ce que j'ai envie de faire. Mon but dans la vie, c'est d'avoir le moins de contraintes possible. Donc, dès qu'il y a un truc qui me saoule, vraiment, je fais en sorte de l'éliminer. Et on peut trouver des options parce qu'à chaque fois que je dis ça, les gens, ils me disent oui, mais c'est plus facile pour toi ou je sais pas quoi. Bah, en vrai, non, c'est juste que moi, j'ai décidé que j'allais faire comme ça. Ça veut pas dire que ma vie est toujours simple. Non. Parce que je quittais mon travail d'orthophonie où il n'y avait pas de chômage, j'avais 2 ans de liste d'attente, c'était pas facile pour me lancer dans un milieu où on savait pas encore ce que c'était vraiment en France le coaching. Il y avait pas beaucoup de boulot, etc. Enfin, en vrai, les décisions que je prends sont pas forcément faciles. Là, le chant, par exemple, c'est du travail tous les jours. Ça fait 3 mois, je vois pour l'instant pas de progrès sur ma voix, mais je sais que c'est au bout de 6 mois que ça arrive, donc je m'accroche, etc. Mais donc, en fait, c'est juste que je fais des actions qui, moi, m'amènent en direction de ce que je veux. Ouais. Mais donc, c'est pas forcément plus simple, mais c'est ce que je veux pour ma vie, en fait. Donc, je me donne les moyens aussi d'y arriver. Donc, on peut trouver des excuses ou on peut trouver des solutions. Ah, totalement. Moi, j'aime bien aussi cette idée de, tu sais, c'est pas spécialement de chercher la facilité, même si c'est sympa quand c'est facile, mais quand tu choisis le chemin le plus fun, mais vraiment fun, parfois, tu vas faire des choses vraiment très complexes, genre très, très complexes. Mais parce que c'est fun et que tu as envie de voir cette chose de cette façon-là, ça va
te motiver, t'inspirer et tu vas faire beaucoup plus sans compter tes heures parce que ça, comme dit Marlène, s'amuser, ça va t'amuser. Et aujourd'hui, il y a une époque où je cherchais à faire le moins possible. Mais ça m'a passé ce truc-là parce que à l'époque, je voulais faire le moins possible parce que aussi j'avais un peu moins d'expérience. Donc les choses me prenaient beaucoup de temps à faire. Donc il fallait absolument que je trouve une façon de faire les choses simplement. Mais là, le truc, c'est que après 12 années à faire ce travail, je fais des choses extrêmement complexes très facilement parce que je commence plus jamais de zéro. C'est pas parce que je suis devenue je sais pas quoi, c'est parce que je commence plus jamais de zéro. Tout ce que je fais, je l'ai déjà fait au moins 3 fois, disons-le vraiment, même pas une fois, au moins 3 fois. Et même quand je fais de nouvelles choses, elles sont jamais totalement nouvelles pour moi parce que ça reste le même domaine. C'est pas comme là, par exemple, toi qui vas faire un cours de chant, qui part dans la chanson, c'est quelque chose qui est sans doute nouveau. Quand je vais dans la danse, qui est quelque chose que moi j'aime, j'ai pas la même patience que toi. Je suis très critique envers moi-même parce que naturellement, j'estime être une bonne danseuse, mais je suis une terrible danseuse, mais vraiment mauvaise quand il s'agit de suivre des chorégraphies et des cours. Ok. Voilà, donc je lâche à chaque fois parce que je suis tellement déçue de ne pas être la talentueuse que je suis au naturel que ça me décourage. Mais tu vois, c'est vraiment à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, je me retrouve effectivement, moi en tout cas dans cette situation où je ne maîtrise pas la chose. Et donc, est-ce que je fais attention à vraiment suivre les règles? Tu sais, tu es censé 1, 2, 3, 4 dans une chorégraphie, suivre tout le monde met la gauche, tout le monde fait gauche. T'as pas cette liberté, tu vois, tu dois suivre. Bah, je pense que dans ce cas-là, ce qui serait peut-être pas mal pour toi, c'est des cours un peu freestyle ou tu vas trouver un truc un peu différent mais qui te ressemblerait. Je sais, c'est pour ça que je continue à chercher. Ça, j'ai pas lâché. J'adore. C'est bien. J'ai essayé toutes sortes de choses et jusqu'ici, mais j'essaye, je continue d'essayer jusqu'à ce que je trouve le cours qui va m'éclater. Ok, donc là, tu as parlé donc de créer ses propres règles et les règles qui finalement qui vont nous avantager ou en tout cas, je veux dire, qui nous mettent en joie, qui rendent les choses plus faciles, plus fun pour soi. Est-ce que tu as un exemple de règle qui est très différente peut-être des autres, mais qui, toi, c'est vraiment une de tes règles que tu as fixées pour créer ton propre règle des jeux, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ton travail? Un exemple. Alors, pas mon exemple perso, mais j'ai l'exemple d'une fille qui me contactait sur Instagram. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, vas-y. Elle me disait que elle avait un compagnon qui avait des enfants et elle-même avait une fille et que du coup, ils avaient emménagé ensemble. Ouais. Et elle me dit, mais en fait, depuis qu'on a emménagé ensemble, c'est l'enfer parce que moi, je m'occupe de ses enfants, je gère la maison, etc. Et elle me dit, je préférais avant quand on avait chacun notre logement. Et elle me dit, mais bon, c'est pas ça l'amour. Je lui ai dit, bah pourquoi pas. En fait, si t'étais beaucoup mieux avant, avec chacun gère sa merde du quotidien et que ça se passait beaucoup mieux, et bah fixe ta propre règle du jeu et c'est toi qui détermine ça. Et ça, c'est valable, je sais pas, pour les relations amoureuses aussi, où on peut se dire, bah tu peux être marié à quelqu'un et puis décider au bout d'un moment que t'as plus forcément envie de faire l'amour avec cette personne, mais que vous aimez ce que vous avez construit, que vous êtes toujours hyper complices, vous avez une belle amitié, etc. Et peut-être vous allez décider de devenir un couple libre, par exemple, et d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes à l'extérieur. Enfin, en fait, je sais pas comment dire, moi, je me dis qu'il n'y a jamais rien de figé et que tant que ça me convient et que je suis épanouie, bah, c'est trop cool. Et le jour où il y a un truc qui me convient plus, et ben, je me dis, OK, c'est quoi la solution à ce problème, en fait? C'est quoi les options qui s'offrent à moi et qui sont chouettes et qui me conviennent et qui répondent à mes valeurs? Pardon. Il y a une démarche dans ce que tu fais là. Je pense que c'est Maria qui disait que tu étais solaire. Et elle a raison, parce qu'il y a une démarche ici qui est, OK, la vie change, il y a des choses fun, pas fun, il y a des choses qui ont commencé qui étaient fun et puis elles sont plus fun. Mais c'est ça, c'est l'idée dans ce que je vois, c'est de ne pas rester à se dire j'aime plus ça, j'aime plus ça, j'aime plus ça, mais plutôt comment je rends ça fun, comment je rends ça intéressant, comment je supprime. Ou je supprime, tout simplement. Tu as aussi l'option de simplement supprimer. Bah ouais, arrêter. Le nombre de choses que j'ai commencé et que j'ai arrêté parce qu'en fait, je me suis dit, ah bah non, c'est pas ça. Bah du coup, je m'acharne pas pendant des années, en fait. Si vraiment je sens que c'est pas ce truc-là, j'abandonne. Mais c'est très mal vu. Alors, je sais pas comment c'est au Canada, mais en France, c'est mal vu, en fait, de changer d'avis parce que tu passes pour quelqu'un d'instable. Et les personnes instables, c'est des fous.
Ouais. Donc, en fait, c'est mal vu, alors que pour moi, c'est la meilleure façon d'arriver le plus rapidement possible à sa vie sans compromis. Ouais, totalement, totalement. Ah. Alors, j'aimerais finir avec toi avec un petit peu ta vision, parce que ici, quand je t'ai présentée, je disais qu'elle aide les femmes à s'aimer, à prendre confiance en elles et à se créer une vie sans compromis. Si je te demande c'est quoi ta vision à travers ton travail, qu'est-ce que tu espères amener dans le monde? Oh, ben, c'est vraiment ça. En fait, moi, je suis habitée par le fait d'aider ces femmes à réaliser qu'elles sont géniales, Mmh, qu'en fait, il n'y en a pas deux comme elles, mais qu'elles sont parfaites comme ça, et que mmh, plus elles s'assument, plus elles brillent et plus elles rayonnent. Et ça, moi, je les vois se transformer en l'espace de quelques mois. C'est un truc de fou, tu vois. En fait, en mmh, soi, elles changent pas de personnalité, mais comme elles assument leur personnalité, d'un coup, tu les vois et tu les mmh, vois briller. Donc ça, c'est trop cool. mmh, Et après, de vraiment réajuster chaque domaine pour se sentir exactement à sa place et se dire, mais en fait, je veux pas la vie de quelqu'un d'autre. Genre, ma vie, elle aimait trop bien et j'aurais zéro regret sur mon lit de mort. Ça, c'est mon objectif. Que, en gros, toutes les femmes aient zéro regret sur leur lit de mort à la fin et qu'elles soient là, genre, c'est bon, je peux partir tranquille, j'ai vécu ce que je voulais. Ah, j'adore, j'adore ça. Aucun regret sur notre lit de mort. J'adore, j'adore. C'est un bel objectif, une belle mission de vie. En tout cas, Cerise, tu as été génial. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir partagé ton expérience de vie, ton expérience de travail avec nous toutes aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de découvrir tes 3 règles d'or. Est-ce que tu as un dernier mot pour tout le monde avant qu'on termine l'interview? Là, comme ça, je vois pas. Mais en tout cas, merci à toi, Henriette, parce que Oui. c'est trop bien. Tu as une personnalité que je trouve vraiment solaire aussi. J'ai adoré cet échange. J'étais hyper pointilleuse et tout, donc c'était vraiment trop cool. J'espère que ça a été intéressant pour les filles qui regardent. Ah, regarde, merci pour ce moment tout simplement délicieux. T'as raison, Oh! ça.